Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Bienvenue sur Kavi TV, sur Kavi FM. Vous nous écoutez sur la 89.5. Merci de votre fidélité en ce vendredi très pluvieux. Il faut le rappeler, Conakry, surtout soyez prudents. Si vous êtes au volant, si vous roulez vos motos, soyez très prudents parce que la chaussée elle est glissante. Vous êtes dans le scanner, votre émission de débat constructif. Ici, nous tournons et retournons l'actualité pour votre plaisir et votre plus grande compréhension. Vous êtes sur le média du développement. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, nous parlerons forcément de développement au menu de l'actualité de ce numéro, de ce dernier numéro même de la semaine. Lèvons-nous comme une seule personne et dont le chef de l'État a amené la Guinée là où nous souhaitons. Le rêve de la Guinée, c'est possible avec le colonel Mamadi Doumbouya. Un appel fait par la première dame mercredi à l'Abbé, Lauriane Darboux Doumbouya, accompagnée du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, de la promotion féminine et de l'enfance et des personnes vulnérables et d'une forte délégation après avoir rendu visite au premier imam de la grande mosquée de l'Abbé où elle a réitéré par le biais du ministre Mori Kondé la volonté de son époux de rénover la grande mosquée de Karamoko Alpha de l'Abbé. La première dame, en réponse aux préoccupations soulevées par des femmes à la Villa Sili de l'Abbé, a indiqué, je cite, « Nous sommes déterminés à créer des opportunités pour vous. Lèvons-nous comme une seule personne. » Et dont le chef de l'État a amené la Guinée là où nous souhaitons. Le rêve de la Guinée, c'est possible avec le colonel Mamadi Doumbouya. Fin de citation, un pan de son discours qui soulève des interrogations sur la volonté réelle du colonel Mamadi Doumbouya. Doit-on lire entre les lignes? Nous posons le débat dans cette émission. Le scanner, c'est une opération de nettoyage sans précédent à la Fédération guinéenne de football. Le comité de normalisation Conor vient de limoger plusieurs secrétaires généraux des ligues techniques dans la décision numéro 0010/CHG/Conor/FGF/2023 des secrétaires généraux de la Ligue guinéenne de football professionnel, la Ligue guinéenne de football amateur et la Ligue guinéenne de football féminin ont été remplacés par respectivement Oumar Bari, Mohamed Fofana et Abdulrahim Souma, sans pour autant donner de détails précis sur les motifs de ces changements. Qu'est-ce qui a bien prévalu? Qu'est-ce qui a occasionné cette décision? On en parle dans cette émission. Le scanner est dans la dernière partie. Puisqu'on doit parler de développement, nous parlerons de l'enseignement préuniversitaire. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire
ministère de l'alphabétisation avec pour rôle la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation et d'en assurer le suivi. Également chargé d'élaborer les textes législatifs et réglementaires en matière d'éducation préscolaire, d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire général et technique, d'éducation civique et morale, d'alphabétisation entre autres. Il a donc l'obligation d'assurer à tout enfant guinéen une éducation de qualité, de collecter, traiter et diffuser les données scolaires face à la crise qui mine le secteur. Quel diagnostic et que faire pour se défaire de la crise? Vali Condé, ancien chercheur, est notre invité. Avec lui, nous allons aborder différents sujets liés au secteur éducatif guinéen. Vous êtes sur Kavi Média, le média du développement. Tout à l'heure, nous lançons le débat dans cette émission. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Ici, l'actualité se plie au débat constructif. Vous le savez déjà, vous êtes dans le scanner. Si vous nous suivez via notre page Facebook, groupe Kavi Média, vous êtes sur la bonne fréquence. Et merci une fois encore de nous préférer dans ce studio. Un numéro un peu spécial, puisque nous le ferons en duo. Akila Ali Badara, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous les auditeurs qui nous pratiquent. Bonjour au ministre qui s'est égaré dans l'administration. Je veux bien parler de Béa Gallo depuis quelques années. Il y a de cela d'ailleurs 2 ans. Ce ministre peine à redescendre sur terre et surtout à redorer le blason du football guinéen. Il continue de rouler le R comme si... C'est ce qui nous préoccupait, nous, publics sportifs. En tout cas, plus le manchon est grand, plus le Guinée y croit. En tout cas, on est en train de voir parce que ce ministre-là nous a vendu des illusions dans ce pays. Et nous sommes là-dedans. Des rêves. Ouais. Il faut y croire au rêve du colonel Mamadi Doumbouya. Non, ça c'est pas que le rêve du colonel Mamadi, ça c'est le rêve de Béa Gallo, le cauchemar même de Béa Gallo qui ne se réalise, réalise presque pas. Akila, tu ne peux pas parler de cauchemar. Bon, vous savez, il y a un problème dans ce pays, c'est Gaspo qui quitte l'Europe. Non, vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous savez, ils ont un plus gros mensonge qui ne dit pas son nom. Quand ils viennent en Guinée, leur première des choses, surtout quand ils sont devant les médias, parce que c'est des gens qui savent distribuer de l'argent à certaines togues du quartier qui viennent s'arrêter derrière eux pour parler aussi au nom de la République. Béa Gallo, il était dans le faux depuis au temps d'Alpha Condé. Il était à la recherche de son petit quotidien. Il était à la recherche d'un poste, mais comment est-ce qu'il faut draguer la République, comment est-ce qu'il faut draguer le peuple? Il faut rouler le R, même si derrière il n'y a pas assez d'expérience administrative. Et leur plus gros mensonge, c'est quand ils disent « Ah, moi j'ai tout abandonné en Europe pour venir servir ma nation ». C'est le plus grand mensonge. Tout n'est pas faux. C'est le plus grand... Mais c'est faux. Non, tout n'est pas faux. Je n'ai pas dit que c'est parmi eux, il n'y a pas... Tout est faux. Non. Aucun. J'ai dit aucun Gaspo qui travaille très bien, parce que Béa, vous n'êtes pas sans savoir qu'il était l'élu de l'Union européenne en Belgique, c'est-à-dire le député européen de la Belgique, qui d'ailleurs nous a vendu un titre comme quoi il a employé plus de 1000 et quelques personnes dans une entreprise belge. Les Guinéens l'ont cru, nous sommes tombés dans cette ascension fulgurante. Mais malheureusement, cet homme qui est à la tête de ce département des sports continue de s'égarer. Il est en train de faire l'état des lieux. Nos joueurs, nos basketteurs sont rentrés ici dans un mini-bus, pour ne pas dire un baka, comme les Ivoiriens aiment le dire. Il y a beaucoup de choses qu'on doit refaire dans ce pays, et pour le faire, je crois bien qu'on doit dégommer ce ministre, nous envoyer un ministre aussi expérimenté pour gérer ce département comme
Il le faut. Quand on va parler de Bantama, la chance que Bantama avait eue, c'est parce que Istokera était là. Béa Gallo a voulu s'arc-bouter derrière Istokera pour gérer ce département. Mais mes félicitations au colonel qui a décidé d'éjecter cette personne pour qu'au moins l'inexpérience de ce ministre appelé Béa Gallo soit aussi mise aux yeux de tout le monde. Le mieux à faire, c'est de dire bye-bye à ce ministre, sinon sans quoi le sport guinéen restera toujours derrière. C'est Akila, et rien ne doit vous étonner. Vous êtes dans le scanner. On lance ce premier sujet d'actualité. On parle de cette sortie de Dame Doumbouya du côté de l'abbé. Levons-nous comme une seule personne et dont le chef de l'État a amené la Guinée là où nous souhaitons. Le rêve de la Guinée, c'est possible avec le colonel Mamadi Doumbouya. De quel rêve parle-t-elle? Bon, quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Qui est le premier verbe? C'est son mari. Okay. Maintenant, elle est presque la dernière seconde, la dernière carte à jouer. On est en train de jouer avec l'esprit du Guinéen parce que, oui... Comment on joue avec l'esprit du Guinéen? Mais quand nous sommes au 21e siècle. Là. Franchement, quand vous écoutez cette dame qui est en train de parler de son mari, vous comprendrez avec moi qu'elle a été poussée à dire cela. Et elle a été préparée. Très bien préparée d'ailleurs, parce que j'ai pitié d'elle, j'ai pitié de son mari. Elle ne sait pas encore réellement c'est quoi un pouvoir. Vous savez, l'Europe, on a vu la femme d'Emmanuel Macron, qui d'ailleurs se cache tellement du public qu'elle ne réagit presque pas assez. C'est quand son mari est collé dos au mur. Cette dame qu'on avait tant magnifiée que d'aucuns ont appelé Fantagbe. Voilà, Fantagbe dans la ville. Fantagbe dans la ville, qui est allée à l'abbé pour magnifier, faire les éloges de son mari. Ce qu'elle a dit, c'est ce que pense son mari. La réflexion actuelle du palais Mohamed V, il n'y a pas d'autre réflexion si ce n'est pas une manière de s'éterniser au pouvoir. Le colonel qui s'est d'ailleurs bocassarisé depuis belle lurette. Je te dis qu'il ne s'est pas bocassarisé. Non, pour mais le moment, sérieux, on ne peut pas conclure. Le colonel, non, sérieux, là. 32 personnes tuées dans les manifestations. Ça, c'est pas un fait nouveau. 32 personnes tuées, mais il a dit, il l'a répété, qu'il n'y aura pas, on ne va pas, pardon, les erreurs du passé. Le colonel est sur une voie très très compliquée, lamentable pour ce peuple. Mais il y a aussi un problème, ce quoi qu'on ne doit pas oublier. Le peuple de Guinée doit lui-même se repentir, parce que si Dieu vous donne des dirigeants comme tels, c'est que derrière il y a aussi un peuple comme tel qui est à l'image de ses dirigeants. À l'image du voilà. Et ce peuple est à l'image de ses dirigeants. La femme du colonel, elle doit se ressaisir. La Guinée n'est pas à l'apanage du papa de quelqu'un. Est-ce qu'on n'est pas en train de... Non, est-ce que nous ne sommes pas en train de mal interpréter? Nous ne sommes pas en train de... Non, il y a ça aussi. Non, je ne suis pas en train de mal interpréter. Est-ce qu'on n'est pas en train... Je parle de nous deux, là. On n'est pas en train de mal interpréter les propos de cette dame. Ce qu'elle a dit, c'est des propos soutenus. Et je dis encore une fois, j'ose le croire que celui qui a écrit ce discours est un homme qui avait soutenu le 3e mandat d'Alpha Condé. Vous avez vu comment les pics sont lancés, comment les choses sont déjà exposées devant ce peuple, cette population de l'abbé. Elle ne peut pas s'armer de courage, parler de ça si elle n'est pas soutenue. Ici, ce n'est pas la France. Le papa de personne n'a le titre foncier de ce pays. Le colonel, il ne lui reste que 14 mois. Si l'espoir tant magnifié, l'espoir tant... 14 mois voilà, l'espoir tant attendu, cet espoir sur lequel le peuple s'est focalisé pour danser le 5 septembre, parce que moi je l'ai rappelé que le colonel n'a pas fait le coup d'état pour le peuple de Guinée. Le colonel a fait ce coup d'état pour se sauver la tête. Parce que oui, parce que son arrestation était déjà prévue. Oui. Donc pour anticiper le coup d'état, il a parlé au nom du peuple. Le colonel Mamadi Doumbouya, avec cette sortie de sa femme, ça prouve à suffisance. Et d'ailleurs, elle donne raison à ceux qui pensent
que son mari veut s'éterniser au pouvoir. Ça, c'est une très mauvaise communication du côté de l'abbé, s'il faut le dire. Exactement. Parce que là, parler de rêve, est-ce qu'on peut connaître le rêve de tous les Guinéens? C'est en tout cas développer le pays. Est-ce que la transition a pour rôle de développer un pays? Voici, entre autres questions qu'on se pose aujourd'hui. Pourquoi l'abbé? Vous vous rappelez, certes, avec Dadis, le capitaine Moussa Dadis, c'était la même chose. Le point de chute, la dernière étape ou la dernière phase des présidents guinéens, j'ai l'impression que c'est la ville de Karamoko Alpha Mollabé. Parce que là-bas, si tu viens avec des intentions qui ne sont pas bonnes pour le pays, c'est comme un mythe qu'on est en train de vendre aux Guinéens. Ça sera ton point de chute et ta dernière destination. Dès que tu quittes là-bas, on dit 6 mois, 1 an ou quelques mois après ou quelques années après, tu quittes le pouvoir sans dire au revoir. Donc voici un peu, il faut aussi rechasser l'histoire. Il faut connaître l'histoire de son pays. Il faut comprendre le parcours. On a vu le capitaine Moussa Dadis Camara à un certain moment qui s'est aussi rendu à l'abbé. C'était quand même la veille de sa chute. On sait ce qui est arrivé après. D'autres présidents sont passés par l'abbé, pardon. Donc du coup, aujourd'hui, si le colonel Mamadi Doumbouya laisse ses émissaires, pourquoi même le ministre de l'administration du territoire doit laisser son département aller accompagner cette pauvre dame de ce côté? Il y a aussi ça. C'est parce que la médiocrité, elle est célébrée dans ce pays. Quand vous prenez des livreurs de pizza, des gens qui n'ont pas cette expérience, des gens qui d'ailleurs cohabitaient avec les anciens diables du régime Condé pour se faire voir, parce que cet homme aujourd'hui gère un département qui est aussi plus stratège, plus expérimenté que sa personne. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est de faire une partisanerie, c'est de s'accrocher aux lèvres de la femme du colonel. Aujourd'hui, c'est comme si Mori Condé laissait tout le département pour aller, pourquoi pas faire le pèlerinage. Non, Mori Condé même, Mori Condé au département de l'administration et du territoire, c'est de la nullité. Non. Oui, non mais sérieux. Attends, pourquoi tu vois le diable partout? Non, ce ministre là, quand même. Ce ministre là reconnaît les efforts des uns et des autres. Mori Condé, il fait des efforts. Quel effort? Oui, beaucoup d'efforts. Quel effort? Beaucoup d'efforts. Demander une somme colossale pour l'organisation des élections. Est-ce que c'est lui seul qui a travaillé sur le Demander une somme pour l'organisation des élections. Être arrogant face à des opposants. On va pas parler d'arrogance. Non, sérieux. Non, attention. Mais si, ça fait partie du comportement. On va oublier les qualificatifs. Du comportement de ce ministre. Non, attention, Akila, attention. Mais pas de gros mots, hein. Attention. Tu n'as pas traité un ministre. Attention. Non. Nous sommes dans une république. Quelle république? La République de Guinée. Une république aujourd'hui que cette même Non, mais sérieux. Quand vous parlez de la république, certes, on dirait un opposant. Pas du tout. Oui. Il faut sortir du personnellement, moi, Akila, je suis orgueilleux face à l'arrogance. Je finis, s'il vous plaît. Non, mais attention, c'est le mot arrogance que je veux que tu retires. Moi, Akila, c'est un Français que j'ai dit. Non. Moi, Akila, je suis une personnalité publique. Je suis comme Mori Condé, pas parce que je ne suis pas ministre. Non, mais quelqu'un ne peut pas qualifier Akila d'arrogance. Ce serait moi, Akila, je suis arrogant face à l'injustice. Je suis d'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis très d'accord. Aujourd'hui, Mori Condé à la tête de ce département, c'est de la nullité. La femme du colonel, peu de mots suffit pour tout dire à celui qui veut le comprendre. La femme du colonel a relaté ou relayé ce que son mari devait dire depuis, mais il n'a pas eu le courage. Ce pacte qui a été signé n'a pas été respecté. Donc il fallait au moins que sa femme revienne dans le pays pour tenir aussi un discours sanguinolent, un discours qui derrière est caché. Est-ce qu'il n'est même pas important qu'on fasse quand même des enquêtes de ce côté? Est-ce qu'elle continue de servir l'armée française? Est-ce qu'elle a quitté l'armée française? Il serait nécessaire de s'intéresser à ce sujet. Non, c'est un très bon sujet. Akila, je te sais, c'est le moment pour nous d'avoir quand même des sources de ce côté pour savoir est-ce qu'elle s'est définitivement installée au pays ou est-ce qu'elle a changé de trajectoire ou
ainsi de suite, des questions. Pourquoi, c'est important. C'est quand même des questions qu'il faille poser. Aujourd'hui, elle est quand même permanemment en Guinée. Bon, pas permanemment, mais on la voit chaque fois, elle est sous le feu des projecteurs. Et c'est ce qui doit inquiéter. Hein? Inquiéter par rapport à l'épouse des différents présidents de la transition qui se sont succédés dans ce pays. Capitaine Moussa Dadis Camara, son épouse était quand même moins vue. On a vu Général Lansana Conté avant qu'il ne soit élu. Il avait quand même une épouse une épouse qui était moins vue. Il y a d'autres présidents. Sekouba Konaté qui a pris la transition, les arènes du pays et les reines du pays, pardon. Après Moussa, le capitaine Moussa Dadis Camara avait une épouse qui était moins vue. Pourquoi aujourd'hui Robert même il est en train de dormir? Parce que là, même lui à la réalisation, il dort. Donc vous voyez, ça arrive. Donc quand on est dans le débat, on est tous emportés. Il faudrait éviter cette passion dans le débat, poser de vraies questions aujourd'hui. Si la dame, elle dit qu'il faut croire au rêve guinéen et le rêve guinéen doit être réalisé par le colonel Mamadi Doumbouya, il y a deux expressions. On peut avoir deux interprétations. Le rêve guinéen, c'est peut-être de nettoyer le pays et laisser un président civil venir. Ça peut être une hypothèse. L'autre hypothèse, c'est que oui, le rêve guinéen, c'est le colonel Mamadi Doumbouya qui, je dis bien, peut ôter sa tenue et se présenter. C'est une circonstance qu'il ne faut pas aussi, parce qu'on est en train d'analyser le pan de son discours. C'est vrai que c'est un extrait du discours que nous avons pris pour pouvoir décrypter. Ce n'est pas tout le discours, évidemment, parce qu'elle voulait répondre aux femmes qui avaient quand même soulevé quelques préoccupations liées à leurs activités. Vous savez, à l'intérieur du pays, c'est des femmes qui sont regroupées dans des, comment on appelle, dans les groupements, des groupements féminins, aujourd'hui, qui exercent des activités pour pouvoir subvenir à leurs besoins, des activités génératrices de revenus. Donc, pour répondre à ces femmes, certes, le mot a glissé. Moi, je dirais, est-ce que c'était un discours même préparé? Voici la question que je me pose, moi. Est-ce qu'elle était partie pour dire cela? Attention, attention et attention. Aujourd'hui, le colonel n'a pas exprimé sa volonté réelle de se présenter. Le colonel ne va jamais l'exprimer. Alors, s'il va pour le colonel, alors il n'y a pas de débat. Je finis. Oui, le colonel ne va jamais s'exprimer. Avec Alpha Condé, c'était la même chose. C'est les femmes, certains militants égarés, qui ont demandé à Alpha Condé de se présenter. Non, pas des militants égarés, des militants. Non, des militants égarés. Non, c'est des militants sans espoir. Non, vous savez, c'est des militants égarés. Parce que l'argent leur avait métamorphosé. La largesse du pouvoir avait pris le dessus. Et aujourd'hui, c'est la même chose qui est en train de se passer avec le colonel Mamadi Doumbouya. Sa femme, peut-être, elle a vu que la femme d'Emmanuel Macron aujourd'hui jouit de cette popularité française, de tout ce qu'il s'ensuit comme suite avec la présidence, avec l'Élysée. Et aujourd'hui, il faut aussi qu'elle rentre dans le pays pour pouvoir ou dire aux Français, j'ai un mari qui gère une nation, j'ai un mari qui est aujourd'hui président d'une Guinée. C'est ça le problème. Et plus grave, ce qui est d'ailleurs aujourd'hui primordial, le colonel avait tenu un discours du 5 septembre. C'est à travers ce discours-là que tous les Guinéens l'ont chuchoté. Tous les Guinéens sont restés unanimes. Mais par après, on a compris qu'on s'était trompé de la personne. Qu'on s'était trompé du Mamadi aujourd'hui du 5 septembre. Parce que le Mamadi que nous avons aujourd'hui à la tête du pays n'est pas celui du 5 septembre. Il n'est pas celui du 5 septembre. Le Mamadi du 5 septembre, avec son discours, ils se sont volatilisés. C'est le Mamadi du pouvoir actuel. C'est le Mamadi qui a compris la douceur. Pourquoi tout le monde craint? Pourquoi il y a cette crainte? Vous savez, pourquoi il y a cette phobie? Depuis sa prise du pouvoir, je l'ai dit, et après avoir prêté serment, j'ai dit que cet homme-là que je vois, il va sans doute le dire, même si ce n'est pas aujourd'hui. Premièrement, il dira à la population guinéenne ou aux magistrats ou bien au père de la Cour suprême, comme quoi
Je me suis juré sur la charte. N'oubliez pas cette partie. Le fait de jurer sur la charte, ça veut dire... finis. La charte, c'est pas une constitution. Si vous me laissez continuer, vous allez comprendre ce que je veux dire. Il va sans doute le dire, et moi j'ose le croire. Il le dira, j'ai juré, dire que j'ai juré sur la charte. Et la charte, elle n'est pas reconnue par la Constitution. Non, la charte, ce n'est pas une constitution. Je finis, s'il vous plaît. La charte fait... Non, mais attention, tu es en train de mélanger là. Non, je ne... Laisse-moi t'aider. Non, la charte fait office de constitution. Tu ne veux juste... Laisse-moi t'aider. Si tu me laissais finir. Non, juste la phrase là. Le fait de dire que la charte n'est pas reconnue par la Constitution. Attention, la charte fait office de constitution. D'accord. Il faut faire attention. C'est bon, je peux... C'est le jeu de mots là. Je peux continuer. Oui, allez-y. Je reviens sur mes mots. Il dira au peuple de Guinée... Surtout pour une fois de plus amadouer l'esprit de certains partisans du CNRD qui d'ailleurs le poussent vers une situation morose de l'histoire de la République. Il le dira, j'ai juré sur la charte de la transition. Je n'ai pas juré sur la Constitution. Donc, vu que je n'ai pas juré sur la Constitution... Non, on ne jure pas sur la Constitution. On jure toujours sur des livres. Sur le Coran. J'ai pris le pouvoir avec la charte de la transition. Donc, la charte ne fait pas directement office à la Constitution. Ça voudrait dire que demain, il va poser ce débat, il va placer cet argument. Donc, la Constitution, en tant que Mamadi Doumbouya citoyen, je peux me présenter. Citoyen, c'est possible. Voilà. Et si on revient sur son discours, parce que je me dis que sa femme est déconnectée de toutes les actualités du pays. Qui t'a dit ça? Oui. Non. Quand elle dit... On dirait que tu passes à côté là. Non, je ne passe pas à côté. Je suis en train d'analyser le discours de Nafantagbe, la femme du colonel Lauriane. Voilà. Si vous prenez la femme, on comprend. Son mari était un espoir. C'était un espoir, l'espoir du 5 septembre. Il reste l'espoir de certains Guinéens. L'éléphant. Il reste jusque-là l'espoir de certains Guinéens. L'éléphant tant attendu est venu avec les pieds cassés. Oui. Non. Le discours du 5 septembre est un discours qui est déjà qui est placardisé dans les couloirs du palais 5 septembre. Mamadi dans l'avion pour les États-Unis. Mamadi dans l'avion pour les autres pays. Mamadi face à ces présidents aussi connus par leur forte affluence. Mamadi envoûté par la largesse du pouvoir. Mamadi très pointu. On a compris tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, laissez-moi finir. On va éviter les qualificatifs. Laissez-moi finir. Non, mais on a un temps. Hein, Mamadi très pointu. Mamadi désormais qui ôte sa tenue militaire. Le légionnaire. Il n'a pas ôté. Non, s'il vous plaît. Quand je dis ôté, là, Mamadi ne porte plus la tenue. Non, qui t'a dit ça? Mamadi porte des bazins. Qui t'a dit que Mamadi... Le 2 octobre, attention, non, là, je te laisse. Le 2 octobre? Le 2 octobre. Il portait un bazin. Non, attends, je t'explique. Il portait un bazin. Au dépôt de la gerbe de fleurs, il portait sa tenue militaire. Par après, qu'est-ce qui s'est passé? Par après. Non, mais il a porté d'abord sa tenue. Par après, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais sérieux, je ne juge pas. Si. Je juge le comportement de Mamadi. Il a ôté la tenue. Attention. Je juge. Mamadi, le 2 octobre, Mamadi, s'il portait pour le dépôt d'une gerbe de fleurs, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé cette partie. C'est le défilé que j'ai regardé. Il fallait regarder ce défilé. Mamadi était en tenue militaire. Peut-être qu'ils l'ont soufflé aux oreilles. Non. Monsieur le Président, portez votre complet goto pour venir vous asseoir. Il faut dire tout ce que tu veux. Ça, c'est à toi de qualifier. Le colonel... Complet goto ou pas, il est face à son histoire. Ouais. Le CNRD manque un siège de parti politique. Sinon, il joue la politique. Il est aujourd'hui pire que l'UFDG. Il est aujourd'hui pire que l'UFR. Il est aujourd'hui plus pire
pire aussi que le... Bon, il est aujourd'hui pire, pardon. C'est les mots qui m'ont pris. Il est devenu pire, je m'excuse, hein, que le RPG arc-en-ciel. Tu n'as pas reçu des cafés ce matin. Voilà, exactement. Le réalisateur de TD, en attendant, parce que là, aujourd'hui, tu es vraiment trop chaud. Bon, ça arrive, c'est l'adrénaline qui monte. On va se calmer. Hein, on va se calmer. Voilà. Oui, avec tout ça, on comprend que le colonel, même s'il ne le dit pas, n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. Bien. C'est ça la réalité. Et que ces gens-là qui disent non, c'est l'entourage du colonel. Arrêtons d'accuser l'entourage du colonel. Le colonel, il est à l'image de son entourage. C'est lui qui nomme son entourage. C'est lui qui a la même mise sur son entourage. Si l'entourage du colonel baratine tout ce qu'il faut comme administration, c'est que derrière, le colonel lui-même, il est responsable d'un côté. Oui. Et aujourd'hui, c'est Mamadi qui est l'image de la République. Oui. C'est lui la représentativité. Oui. Si sa femme a parlé, c'est parce que derrière, elle aura un soutien logique de son mari. Bien. Ce discours-là, c'est un discours verbatim. On n'avait pas besoin de ce discours. Ariatou Conté ne s'est pas servi de tel discours pour accompagner son mari. Quand il y avait lieu de dire la vérité à son mari, elle le disait. Ouais. Guéné Kaba, la femme, père son âme, la défunte femme d'Alpha Condé, ne s'est pas affichée avec de tels discours, pour parodier, pour sodomiser l'esprit du Guinéen. On veut faire l'amour à la Guinée. Madame, calmez-vous. Bien. Madame, taisez-vous. C'est du Aquila, rien que du Aquila. Je finis. Je vais à la réalisation de couper d'abord. Madame, le micro, il parce que là, c'est très très important. Retournez. On va passer au second sujet tout à l'heure. On va parler de sport et on va se diriger vers la Fédération guinéenne de football où le CONOR est en train de faire un balayage. Comme pas possible, les secrétaires généraux des ligues techniques ont été limogés. S'il faut appeler cela limogés ou remplacés par d'autres, sans pour autant donner de raison valable, selon la décision numéro 0010 SG CONOR FGF 2023. Les secrétaires généraux de la Ligue guinéenne de football professionnel, de la Ligue de football amateur et de la Ligue de football féminin ont été remplacés par Mohamed Fofana, respectivement Oumar Bari, Mohamed Fofana et Abdoulrahim Souma, qui sont maintenant à la tête de ces différentes ligues. Je veux nommer la Ligue guinéenne de football professionnel, la Ligue guinéenne de football amateur et la Ligue guinéenne de football féminin. Mais qu'est-ce qui a prévalu à cela? On essaie de comprendre tout cela à Libada Akilas, ce CONOR qui continue. Pourquoi pas son nettoyage, si on peut appeler cela nettoyage, malgré les critiques à l'endroit de Mariam Sies, de son équipe, Sega Gallo et autres. Ça continue, ça continue. C'est comme si, parce que hier j'écoutais quelques journalistes sportifs qui me disaient Abdallah, c'est un piège, ils veulent mettre leurs amis, leurs proches à la mangeoire, comme tu aimes le dire. Si aujourd'hui on parle de la transition, on parle des failles de cette transition, ce CONOR transitaire aussi est la chose la plus difficile. Sur Aquila, rien ne marche. Oui, et la chose la plus difficile. Non, attends, Aquila, chez toi, rien ne marche quoi? Le pays là, attends. Pour toi, dans ce pays, rien ne marche. Tout est au ralenti. Tout est au ralenti. Bon Dieu, Aquila, on a quand même l'électricité. Ce CONOR-là, qui fait le putsch, ce CONOR-là, qui a aussi assez de problèmes que la transition, parce que quand vous prenez les personnes qui l'entourent, c'est des personnes qui jouent un autre rôle. C'est des gens qui ne sont pas là pour la République. C'est des gens qui sont là pour juste embellir leur poche. Des gens qui n'ont pas cette culture de partage. Parce qu'on parle du sport guinéen. J'ai du mal à vivre cette nonchalance au sein de ce CONOR. Déjà, la dame qui gère ce CONOR, Mariam Si. Elle connaît quoi dans le sport? Mais c'est un CONOR. Elle connaît quoi réellement? Ce Sega Diallo là, aujourd'hui, toutes ces personnes réunies, mais c'est grave, c'est gravissime. On doit revoir, s'il faut, organiser
comme on aime le dire, une élection pour au moins nous servir un bon gérant. Mais si on n'a pas un bon gérant, il faut voir le problème de ce CILI national. Il faut voir, parce que vous n'êtes pas sans savoir que tant que le Conor là est là, c'est que Kaba Gawara est là. Tant que le Conor là est là, Kaba il est là. Et quand vous prenez ces secrétaires généraux, ces gens-là, et puis on dit, il faut leur dégommer, c'est le Conor même. C'est le Conor qui doit partir. C'est le Conor qui est le plus grand problème aujourd'hui du sport guinéen. Depuis l'arrivée ou la prise de fonction de ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc le Conor qui était venu pour résoudre les problèmes, on n'a fait qu'augmenter ou empirer nos problèmes. Ah, plus qu'empirer même les problèmes, il n'a pas galvanisé les choses. Et aujourd'hui, ces gens-là doivent partir. Il faut nous organiser une élection, nous chercher un président de la fédération digne de nom. On sait que Antonio Soare ne va plus revenir, parce que c'est ce qui se trame. Mais ces gens-là, même Antonio Soare découpé est mieux que ces gens. Non, Akila. Mais oui, non mais sérieux. Akila, non, même Antonio Soare. Gravissime. Hein. Même Antonio Soare. Non, tu es unique. Même Antonio Soare, cadavré, est mieux que ces personnes. Tu parles d'Antonio là ou tu parles d'une fédération? Donc sans Antonio, la fédération ne pouvait pas marcher. Mais on va éviter les débats de personnes. Je n'ai pas dit que ça. C'est vous qui voulez me faire le dire. Hein. Oui, parce que tu as parlé d'Antonio. Moi, j'ai parlé de personne. J'ai parlé du Conor. Je ne l'ai pas dit. Bien. Le problème, ce Conor-là pouvait gérer le problème entre Kaba Gawara et Madi. Mais ce Conor est resté sourd et muet face à cette situation. Ils ont laissé à ce que Madi fasse une sortie méprisante, une sortie moins appréciée par des communicants, des connaisseurs de la communication. Ils ont attendu à ce que Kaba joue un autre rôle pour nous envoyer chez le ministre des Sports. Donc le fait de balayer tous ces secrétaires généraux des différentes ligues permet pour toi, au Conor, d'avoir une mainmise sur le football guinéen. Exactement. Parce qu'il y a quand même la Ligue amateur, il y a la Ligue guinéenne de football féminin, il y a la Ligue guinéenne de football professionnel. Quand même, c'est les différents axes pour un championnat réussi en République de Guinée. Et nous avons l'impression qu'en Guinée, quand on parle de sport, tout le monde s'intéresse qu'au football. Malgré que le football ne fait pas assez d'exploits. Et si le CILI national, nous, CILI, ne viennent jamais avec le coupe, hein, honnêtement. Ce qui est vrai. Ce qui est important de dire, il est important de le rappeler. Non, mais ça, c'est un autre angle, hein, parce que le CILI national manque de beaucoup de choses. D'abord, la défense, elle n'est pas bonne. La défense, elle est à l'image du Conor. Ah bon? Les deux latéraux. Quand vous prenez Isiaga Silla qui ne centre pas jusque-là, il n'arrive pas à avoir... lui, il est à l'image de qui? Bon, Isiaga Silla, peut-être qu'il est à l'image de notre port autonome. Notre port autonome est l'un des plus grands ports. Hein. Quand vous prenez... L'un des plus grands ports. Attention, de la sous-région. Le milieu. Oui. Même les femmes de l'équipe nationale française, quand vous prenez ces femmes, font mieux que notre milieu. Bien, bon Dieu. Quand on parle de l'attaque, Serhou Guirassy, il est le seul. Il n'y a pas des gens qui peuvent le faire jouer. J'ai mon jeune frère Amadou Diawara qui joue très bien. Hein, il faut le reconnaître. D'accord. Mon jeune frère, il joue très bien. Lui aussi, il le manque de beaucoup de choses. Le CILI d'ailleurs manque d'agressivité. Le CILI, le joueur qui joue, ne peuvent pas conserver un but. Quand le CILI marque, c'est fini. Maintenant, revenons sur le Conor. Il faut revoir ce Conor-là. Il faut dégommer toutes ces personnes qui l'entourent. Tu vas finir par dégommer tout ce gouvernement, tous ces directeurs. Tu vas dégommer même si tu fais pas attention. C'est des gens qui sont à la mangeoire. Toi, tu dégommes tout le monde. Non, c'est des gens qui sont à la mangeoire. Tu veux dégommer jusqu'à la dernière personne. Dans ce pays, pour toi, rien ne marche. Non, mais ça peut pas marcher. On dirait que tu ne vis pas. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. La fédération est bissagaise. Non, mais ne fais pas de comparaison. Non, c'est normal. La Guinée-Bissau par rapport à la Guinée a pas marché. Footballistiquement parlant. Nous, là, on dépasse les gens. Footballistiquement parlant. Non, c'est de ça que je veux parler. Footballistiquement parlant. Que la Guinée-Bissau. Footballistiquement parlant, la Guinée dépasse la Guinée-Bissau. Il faut le reconnaître. Footballistiquement parlant. Mais aujourd'hui, cette fédération bissagaise a compris le jeu.
a compris le système. Mama Baldé était un joueur aussi réputé en Europe. Mais la Guinée-Bissau a su coopter ce joueur. Et nous, en Guinée, le Abdoulaye Touré qui est venu tout récemment, on lui demandait de l'argent pour qu'il vienne jouer pour le tricolore, pour qu'il vienne jouer pour la République, on lui demande de l'argent. Bien, on a notre invité. Ces gens-là, le Connor là, il faut revoir ce Connor là, parce que ce Connor, c'est un désespoir total. Il faut nous organiser des élections, nous envoyer quelqu'un qui peut gérer la Fédération guinéenne du football. Nous voulons un bon sport. Ces secrétaires généraux là, qu'ils s'en remettent à la volonté de Dieu, parce que les gens qui sont là n'ont pas d'expérience. C'est le concubinage. Tout est déjà compris. Tout à l'heure, nous allons recevoir notre invité pour parler de développement et nous allons essentiellement nous intéresser à l'éducation guinéenne. Avec cette crise qui mine le secteur de l'enseignement pré-universitaire, notre invité Vali Condé va essayer de faire des propositions, en tout cas poser un diagnostic sur l'enseignement guinéen. Et c'est tout à l'heure après cette courte transition. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage. Vous êtes dans la deuxième et dernière partie de cette émission. Le scanner nous excuse à nos différents téléspectateurs qui nous suivent via notre page Facebook. Aujourd'hui, un petit souci de ce côté que nous allons essayer rapidement de régler. Donc, vous pourrez notamment nous suivre sur le canal 500 si vous avez StarTime chez vous, sur Kavi TV. Vous pouvez également nous suivre sur notre site internet siaminfo.com. À la radio, vous pouvez nous écouter sur la 89.5. Je vous annoncé, nous allons parler d'éducation. Le ministère de l'enseignement et préuniversitaire a pour obligation d'assurer à tout enfant guinéen une éducation de qualité, de collecter, traiter et diffuser les données scolaires face à la crise qui mine le secteur éducatif. Quel diagnostic poser, quelles sont les propositions de solutions pour une sortie de crise? Nous avons sur ce plateau et dans ce studio M. Vali Condé. Il est enseignant-chercheur, il est notre invité de parcours pour ce vendredi de développement. Monsieur Condé, bonjour. Merci d'accepter d'être dans ce studio avec nous. Bonjour. Première question, c'est d'abord cette crise qui mine le secteur éducatif guinéen. Aujourd'hui, les enseignants contractuels à leur propre sort, puisque les primes ne sont pas payées. D'abord, qu'est-ce qui a prévalu? Parce que vous êtes enseignant-chercheur. Il faut rappeler que vous êtes aussi enseignant, pas enseignant contractuel, mais enseignant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a prévalu à cela? Qu'est-ce qui a favorisé ce climat très délétère, ce climat aujourd'hui qui ne donne pas bonne presse à l'éducation guinéenne? Bon, je voudrais commencer d'abord par vous remercier de m'avoir invité. Et je pense que si nous cherchons aujourd'hui à connaître la vraie cause de ce problème,
Il faut rappeler que le problème ne débute pas ou ne date pas d'aujourd'hui. Oui. C'est depuis le temps du professeur Alpha Condé que nous avons commencé à assister à ce problème, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2017, l'État a organisé un concours et les contractuels ont participé à ce concours. Et presque 50% des contractuels ont échoué. Ils sont allés en grève, ils ont demandé leur engagement à la fonction publique. L'État était obligé de céder. Mais ils n'ont pas été tous engagés. Il restait environ quelques 400 ou 500 personnes. En 2018, je veux dire, l'État a également, n'est-ce pas, engagé un groupe de personnes. Suite à la grève lancée par le SLEG, ces personnes, c'était au nombre de 12 000 contractuels. Après, ils n'ont pas été engagés parce que l'État les avait envoyés sur le terrain et on leur donnait 450 000. Et après, le professeur Alpha Condé a arrêté et à un moment donné, il a demandé à ce que tous les contractuels soient engagés. Mais quand on a demandé au ministère de remonter la liste de 12 000, ils ont présenté une liste de 14, 15, 16 000 personnes. Le professeur a dit non, je ne comprends pas. Pourquoi vous m'avez dit au départ que c'est 12 000, mais aujourd'hui vous me présentez une liste de 17 000. Et il a tout annulé. Quand les nouvelles autorités sont venues, et le ministre Guillaume a pris un acte, il a muté les contractuels à l'intérieur du pays. Mais il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas les payer, puisqu'il fallait le faire en commun accord avec le budget, finances, etc. Et ils sont revenus sur l'acte de mutation et j'ai annulé. Et comme réellement sur le terrain, il manque des enseignants, il était question aussi de procéder à leur redéploiement. Ils ont été redéployés et ils ont signé un contrat avec le ministère de l'administration du territoire. Mais je me pose une question. Tout le monde se pose cette même question, puisqu'ils ont signé le contrat avec le ministère de l'administration du territoire. Là, personne ne va vous dire sur quelle base ce contrat a été signé, parce qu'ils ont signé le montant qui devrait représenter le salaire n'était pas fixé sur le contrat. C'est-à-dire qu'ils ont signé sans savoir à combien ils seront payés et quelle sera aussi la prime, n'est-ce pas, en fonction des différentes zones. C'est pourquoi nous... Donc vous voulez dire que les anciens contractuels ont sauté dans le vide? Oui, c'est ça en fait, parce que quand vous signez un contrat en tant qu'intellectuel, il faut savoir, il faut connaître d'abord le salaire de base. Vous ne connaissez pas le salaire, à combien vous serez payé et vous signez le contrat. Parce que la place était vide, on dit que vous serez payé à tel montant et l'espace était vide, on ne pouvait pas identifier, on ne pouvait pas savoir réellement à combien ils seront payés. Après 3 mois, on leur a attendu, n'est-ce pas, 1 million par mois. La question qu'on se pose aujourd'hui est de savoir 1 million qu'on leur a donné, est-ce que c'est la prime ou c'est le salaire? Parce qu'on ne peut pas envoyer les pères de famille à l'intérieur du pays. Monsieur Condé, laissez-moi revenir sur ce point très important, puisque nous sommes sur un média de développement. Vous nous faites savoir dans cette émission et sur ce plateau que le document soumis aux anciens contractuels, il y avait une partie où il y avait le montant, mais une partie vierge, vide. Oui. Donc une partie qu'on pouvait remplir à main levée après. Après, oui. Donc aucun engagement salarial n'a été signé, c'est-à-dire 1 million, 2 millions, 3 millions. Très bien, oui. Aucun contractuel ne va vous dire qu'avant de signer qu'il savait qu'il devrait être payé à 1 million. La place était vide. Bien. C'est comme si on leur dit, bon, signez, après nous allons remplir, on va vous présenter. Alors qu'en principe, ils devraient s'entendre. C'est pourquoi moi, je me suis un peu attaqué à certains syndicalistes. Je leur ai dit que comment est-ce que vous pouvez accepter qu'on amène les contractuels à signer un contrat qui ne comporte aucun chiffre. Donc là, il y a une fraude. Il y a une fraude. Une corruption. Une corruption, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que nous sommes dans un État responsable. Est-ce qu'on peut réellement engager les pères de famille pendant 9 mois sans les payer? On va se poser cette question.
Et aujourd'hui, je pense que ce ne sont pas seulement les syndicalistes, même vous, c'est pourquoi je vous remercie même de m'avoir invité pour parler de ce problème, puisque c'est tout le peuple qui doit aujourd'hui se lever pour que ces contractuels-là soient payés. Et je vous dis qu'à l'intérieur du pays, plus de 70% des enseignants sont des contractuels. Il n'y a pas d'études à l'intérieur du pays. Ce qui nous amène à ça, c'est que les responsables, les fonctionnaires, les hommes d'État ont tous envoyé leurs enfants dans les écoles privées. Personne n'accepte aujourd'hui d'envoyer son enfant dans les écoles publiques. C'est pourquoi ça ne leur dit rien, même si les enfants n'étudient pas, ça ne leur dit rien. Et je l'ai même dit une fois, j'ai dit que tous les cadres du MEPIA, en réalité, une fois que vous êtes nommé au MEPIA, à partir de chef de division, tous les cadres doivent envoyer leurs enfants à l'école publique. Ça doit être une obligation. C'est obligatoire. Si on dit ça tout de suite là aux cadres, je pense qu'ils vont s'occuper, n'est-ce pas, de la gestion des différentes écoles publiques. C'est parce que ça ne leur rien. Sinon, ça n'étudie pas à l'intérieur du pays et dans les écoles publiques. Et les contractuels veulent aller en grève le lundi, parce que c'est ce que j'ai appris quand j'ai interrogé certaines personnes. Et nous sommes à un moment où vraiment nous ne devons pas souhaiter la perturbation des constitutions scolaires, puisque quand les constitutions scolaires sont perturbées, personne ne peut gérer avec la force. Parce que nous sommes avec des enfants de 6 ans, et 7 ans, 10 ans. On ne peut pas utiliser gaz lacrymogène pour réprimer leurs mouvements. C'est pourquoi c'est le bon moment, n'est-ce pas, pour l'État de chercher à négocier avec les contractuels afin qu'une solution soit trouvée. Donc, par rapport toujours à la situation des anciens contractuels, ça c'était d'abord de façon générale. Mais comment gérer cette situation? Je l'ai toujours dit. Vous savez, il manque une commission de réflexion, parce qu'il faut mettre en place une commission de réflexion dans le but de faire une proposition concrète à l'État. Et si on vous dit aujourd'hui que l'État pourra payer les arriérés et les primes, et à la fois, vraiment, celui qui va le dire, il trompe les contractuels. Parce qu'aujourd'hui, pour que l'État, pour pouvoir payer les contractuels, il nous faut environ 400 milliards pour pouvoir les payer. 400 milliards? Il nous faut, oui, environ 400 milliards. Attention, Monsieur Condé, pour payer les primes, les salaires ou bien simplement les primes? Les primes et salaires, parce qu'il y a 9 mois de salaire, ça fait 9 millions. Et les primes, c'est en fonction des zones. Il y a des zones où on paye 1,3 million, par exemple dans les districts. Ceux qui sont dans les districts, et ils doivent avoir 1,3 million. Et donc 1,3 million fois 12, plus 9 mois de salaire, ça va faire combien? À chaque enseignant. Donc ils sont au nombre de 18 000 et quelques. Donc si l'État cherche aujourd'hui à les payer, il faut environ 400 milliards. Et il serait difficile aujourd'hui de trouver 400 milliards pour payer les contractuels. Et le budget du MEPIA, tout le monde le sait, c'est 1900 milliards. Mais 1600 milliards vont dans les salaires. Mais il reste combien? Il reste 300 milliards. 300 et quelques. Le MEPIA ne pourra pas. Le MEPIA ne peut pas prendre les 300 milliards là pour payer les contractuels. Parce que c'est les 300 milliards là qui devraient servir de rénovation des écoles et autres, etc. et équipements. Donc c'est pourquoi il faut une discussion concrète et l'État doit rencontrer les contractuels, leur expliquer clairement et comment il peut payer, comment il peut procéder, n'est-ce pas, au paiement des arriérés et des primes. Il faut une décision. Mais ce que je suis en train de voir, c'est qu'il n'y a pas de stratégie pouvant, n'est-ce pas, amener l'État à s'investir dans le cadre de la gestion rationnelle de cette situation des contractuels. C'est ce qui manque. Sinon, la première des choses d'abord, je pense qu'il faut attribuer un numéro matricule à tous les contractuels. Vous savez, pour les identifier actuellement sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait? On demande aux contractuels quel est votre numéro de téléphone. Donc, quand on va pour la paye, ce qui représente, ce qui identifie, c'est-à-dire que c'est à travers le numéro de téléphone d'un contractuel qu'on l'identifie. Quand vous venez pour la paie, on dit non, dictez-nous votre numéro de téléphone. Dès que vous dictez le numéro de téléphone, on vous paye. Mais qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de leur attribuer le numéro matricule? Mais est-ce que cela veut dire, est-ce que quand on leur attribue le numéro matricule, cela veut dire, n'est-ce pas, qu'ils sont à la fonction publique? Non. Non. Tous les contractuels qu'on a connus ici en Guinée avaient un numéro matricule. Mais pourquoi on refuse aujourd'hui de le faire? Ça, il y a problème. Mais même si on n'attribue pas le numéro matricule à tous les contractuels, il faut au moins attribuer le numéro matricule aux contractuels dont les diplômes sont authentifiés.
Puisque quand on a dit qu'on a dû authentifier les diplômes des contractuels, je me suis renseigné, je me suis informé, je suis allé à l'université. Dans certaines universités, j'ai demandé est-ce que vous avez procédé ici à l'authentification des diplômes. Oui, à Symfonia par exemple, ils m'ont dit oui, qu'ils ont procédé à l'authentification des diplômes. Et je leur ai demandé comment ça s'est passé. Ils m'ont effectivement dit qu'il y avait beaucoup de faux diplômes, que pour authentifier un diplôme, on payait l'authentification d'un diplôme, c'est fait sur la base, n'est-ce pas, et de contrôle très serré. J'ai dit, expliquez-moi ça un peu. Ils disent qu'il y a des diplômes, on est obligé de fouiller dans la base de données. Par contre, il y a des diplômes aussi, on n'a même pas besoin de ça. Par exemple, l'Université de Symfonia a créé, si j'ai une bonne mémoire, en 2005. Il y en a qui ont présenté des diplômes de 2003, 2004. Et au nom de l'Université de Symfonia. Donc quand ils voient ces diplômes, ils n'ont même pas besoin. Et il y avait aussi des diplômes, dès qu'on voit, on n'a pas besoin de chercher, on n'a pas besoin de fouiller dans la base de données. Que pour authentifier un diplôme, l'État doit payer, ou le MEPIA doit payer 100 000. Donc tous les diplômes authentifiés qui jusqu'à présent n'ont pas encore reçu l'argent, et je pense que le MEPIA viendra, n'est-ce pas, trouver solution à ça, parce que j'en parlais hier même quand je discutais avec eux. C'est pour vous dire une fois de plus que quand le MEPIA dit qu'il a authentifié les diplômes, c'est que c'est une vérité, puisque celui qui m'a dit, c'est une personne bien introduite au sein de l'université, une Suisse bien introduite, c'est que c'est une vérité, mais pourquoi ne pas publier le résultat de cette authentification? Ils ont quand même donné les chiffres, mais ils n'ont pas quand même donné les les chiffres. Maintenant, et la question qu'on va se poser, c'est que pourquoi d'abord envoyer les contractuels en classe avant de procéder à l'authentification des diplômes? Ça aussi, c'est un peu difficile, puisqu'on va se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, on va accepter, n'est-ce pas, de payer les arriérés des gens qui ont présenté faux diplômes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que ceux qui ont présenté le faux diplôme, ils doivent être poursuivis. Parce que l'éducation n'est pas un domaine où on fait n'importe quoi. Ouais. Vous-même, vous savez que vous n'avez pas de diplôme, vous falsifiez le diplôme et vous venez, on vous introduit en classe, vous enseignez pendant 1 an. Ce que vous avez fait là, je pense que vous devez en subir les conséquences. Ouais. Maintenant, on peut refuser de payer les primes, n'est-ce pas, et les arriérés de ces contractuels qui ont présenté le faux diplôme. Mais on peut, n'est-ce pas, chercher à discuter concrètement avec ceux-là qui ont le diplôme authentifié. On discute avec eux, on leur attribue le numéro matricule et après on leur dit d'aller en classe. Une fois qu'ils ont le numéro matricule, on leur dit d'aller en classe. Et une fois en classe, on va chercher à discuter avec eux. Même s'il faut payer 2 mois, 3 mois, 4 mois, tout dépend de la décision. Ouais. Vous savez, le fond du problème, c'est quoi? C'est l'engagement. Ouais. Tout ce que le contractuel cherche aujourd'hui, c'est l'engagement. Même si l'État dit aujourd'hui au contractuel, bon, nous sommes prêts à vous engager, et les primes seront payées graduellement, mais vous serez pris en charge fin 2024, je pense que les contractuels vont accepter. On peut leur donner l'arrêté d'engagement, mais on précise sur l'arrêté d'engagement que la prise en charge sera faite fin 2024. Je pense qu'ils pourront accepter. Mais si on ne fait rien, ils n'ont pas de garantie, c'est ce qui les amène aujourd'hui à boycotter les cours. De l'autre côté, parce que je viens à peine de lire pardon, un article qui d'ailleurs met fin, le département de l'éducation qui met fin à sa collaboration avec les enseignants contractuels. Est-ce que de ce côté le ministre n'a pas mal agi? Parce que les enseignants contractuels disent déjà que c'est une déception. Bon, c'est ma première nouvelle. Et maintenant, si le ministre met fin à la collaboration avec les enseignants contractuels, je dirais aussi que je ne suis pas surpris. Ah bon? Oui, je dirais que je ne suis pas surpris parce que sur le terrain, on pressent la trahison. C'est que certains contractuels veulent aller en classe. Parce qu'ils sont à l'intérieur du pays, ce sont des enseignants communautaires avant tout. Ils sont habitués à la communauté. Et certaines communautés sont en train aujourd'hui de convaincre les contractuels, leur dire que vous ne pouvez pas abandonner nos enfants, venez. Et après, on va voir. Donc, certains contractuels ont commencé à rejoindre. Quand le ministre prend cette décision, peut-être sur le terrain, il s'est rendu compte que la grève n'est pas suivie.
C'est une hypothèse que je suis en train de formuler. En tout cas, là, c'est une hypothèse. Parce qu'à l'intérieur du pays, on va attendre l'article parce qu'il est en train de chercher l'article. Ça nous permet d'avoir des justificatifs sur ce qu'il est en train de dire. Voilà, quant à la décision. C'est sur chez nos confrères de Mosaïque. Ça, c'est un site crédible. Voilà, la décision du ministre de l'Éducation nationale relative à la fin de collaboration de son département avec les enseignants contractuels fait grincer les dents. Donc, d'un côté, déjà, le ministre, dans cet article, a fait une déclaration mettant fin à sa collaboration. Oui, mais ce que moi je voudrais dire, les enseignants contractuels. Mais ce que je voudrais dire, est-ce que là, cela doit être motivé. Si ce n'est pas motivé, le ministre seul, parce que le problème de l'éducation n'est pas le problème d'un individu, d'une personne, c'est le problème de tout le monde. On ne peut pas accepter aujourd'hui, n'est-ce pas, qu'on mette fin à cette collaboration sans qu'on ne trouve des enseignants. Mais est-ce que de ce côté, c'est pas parce que le gouvernement avait parlé d'un concours que les enseignants contractuels n'ont pas accepté de se prêter à ça que le département a décidé de se séparer? Vous savez, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous savez, quand on parle de concours, moi, personnellement, je compte le concours dans 2 départements. À la santé et à l'éducation. Pourquoi? Les contractuels, parce que tout simplement, les contractuels ont fait combien d'années en situation de classe? Il y en a qui ont fait 5 ans, d'autres ont fait 10 ans en situation de classe. Et le concours classique, le concours que vous-même vous connaissez, c'est au maximum 4 heures. 2 épreuves, la culture générale et la spécialité. Mais est-ce qu'on peut identifier un bon enseignant à travers ces 2 matières? Je dis non. Un enseignant qui accepte d'aller à la maison, qui prépare le cours et qui vient, qui dispense le cours pendant 10 ans, pendant 5 ans. Est-ce qu'on peut vouloir mettre cet enseignant, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut l'amener à faire un concours dans le but d'être recruté à la fonction publique? Je dirais non. Donc ça, c'est une provocation déjà. Le fait de mettre fin à cette collaboration, c'est une provocation puisque ils se sont entretenus. Je parle des contractuels et le département, l'enseignement pré-universitaire, ils se sont entretenus. Je pense qu'il a été dit, aux contractuels qui seront payés, que l'État va procéder, n'est-ce pas, au paiement des arriérés. Même le 2 pays de Cancan, j'ai lu un article. Lui-même, il a clairement dit que l'État payera 5 mois. Mais si aujourd'hui on met fin à ça, nous allons dire que les contractuels ont été bernés. Oui, c'est ce que nous allons dire. Et nous avons très bien revu l'article. L'article, ce n'est pas la décision qui a été prise par le ministre Guillaume Awing. Là, il faut revenir là-dessus. Peut-être qu'il s'est trompé. C'est les enseignants contractuels qui ont dit cela. Qui d'ailleurs ce n'est pas le ministre. Il pense que le ministre veut utiliser la même stratégie que les autres. Non, je comprends maintenant. C'est ça. C'est pourquoi je dis que c'est ma première nouvelle, que ça va me surprendre. C'est que ce sont les enseignants contractuels qui ont mis fin à leur collaboration avec le département. Oui, je suis d'accord. Oui, les enseignants contractuels ont raison, puisque la gestion de la situation des enseignants contractuels pose problème. Le problème est géré par 3 départements. Nous avons le ministère de l'administration du territoire, nous avons le ministère de l'enseignement pré-universitaire. Surtout ce côté, parce que l'information spéculait comme quoi le ministre aussi de l'administration voulait se servir de la situation pour transformer ses enseignants en enseignants communautaires. Mais c'est ce que la loi dit. Vous savez, si on cherche aujourd'hui à engager les contractuels à la fonction publique de l'État, si vous me permettez l'expression, par rapport à la fonction publique locale, je pense qu'on aurait violé la loi. Selon le code de collectivité locale, en principe, l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire sont gérés par les maires. Par conséquent, ce sont les maires qui engagent aujourd'hui les enseignants à l'intérieur du pays. C'est ce que la loi dit. Oui. Mais si les contracteurs refusent, c'est parce que pour eux, cette fonction publique locale est utopique. Ne peut pas se réaliser. C'est pourquoi ils ne veulent pas s'inscrire dans cette logique. Là, il serait aussi important d'attirer l'attention des gens sur ce fait-là. Ils ne veulent pas. Parce que pour eux, quand on dit que vous êtes à la fonction publique locale, vous n'avez pas les mêmes avantages que celui qui est à la fonction publique de l'État. Oui. Est-ce que de ce côté, alors, l'État n'a pas trahi ses enseignants contractuels parce qu'ils soutiennent dans leur déclaration précédente comme quoi l'État avait parlé seulement d'1 an pour eux
comme quoi ils devaient être des enseignants contractuels. Ils devaient être dans le statut de contractuel pour un an. Après les non, mais rien ne le dit. Vous savez, le contrat qui est là, c'est un contrat de 12 mois. Parce que l'année scolaire, c'est 9 mois, c'est vrai. Mais je pense que les congés et les vacances sont payés, en principe. Oui. C'est pourquoi on parle de 12 mois. Mais il n'a pas été dit dans le contrat qu'ils seront engagés à la fonction publique, ni locale, ni étatique. Cela n'a pas été dit. Maintenant, et les contractuels en font, n'est-ce pas, une revendication. Et c'est aussi normal. C'est normal, sinon cela n'est pas dit dans le contrat. Moi, je voudrais qu'on sépare les deux choses qui sont différentes. Oui. C'est-à-dire que le paiement des arriérés et des primes et leur intégration à la fonction publique. Quand on mène les deux luttes là à la fois, on ne pourra pas trouver solution au problème. Ce que les contracteurs doivent faire, ils doivent se préoccuper d'abord du paiement des primes et des arriérés. Ensuite, ils pourront demander leur engagement à la fonction publique. Mais ce que l'État va exiger, ils seront obligés de se plier à ça. C'est-à-dire que si l'État dit que nous allons vous engager sur la base d'un concours, bien que je sois contre le concours, je pense qu'ils doivent se plier à ça. Parce qu'on sait comment ce concours-là sera organisé. Selon ce que j'ai appris, que le concours sera délocalisé, c'est que c'est en fonction des différentes, n'est-ce pas, préfectures que le concours sera organisé. L'État doit, n'est-ce pas, être clair dans sa communication. Mais même au niveau de la communication, on ne comprend pas. Il y en a qui disent qu'ils seront évalués, il y en a qui disent qu'ils seront soumis aux tests, il y en a qui disent que, n'est-ce pas, ils seront soumis au concours. Il n'y a même pas de communication cohérente autour de la situation des anciens contracteurs. C'est pourquoi moi j'ai sollicité ceci. On doit identifier un porte-parole de l'État dans le cadre de la gestion, n'est-ce pas, de la situation des anciens contractuels. Quand lui il parle au nom de l'État. Mais si tout le département parle, si tout le monde parle, si tous les responsables parlent, alors qu'il n'y a pas de cohérence entre ce que les différents responsables disent, cela aussi peut amener les contractuels à ne pas comprendre la situation. Et la mauvaise communication nous amène à la frustration. Et la frustration poussée à son extrême aboutit à l'agressivité, comme vous le savez. C'est pourquoi il faut bien communiquer, n'est-ce pas, sur la situation. Quel que soit le problème, je pense que si c'est bien expliqué, si, n'est-ce pas, le dialogue est là, on pourra trouver solution. Bien, aujourd'hui, puisqu'on parle de solution, que faut-il faire pour aider ces enseignants contractuels? Et que faut-il faire pour sortir le pays de cette crise qui mine le secteur éducatif guinéen, un secteur clé? La première des choses, d'abord, il faut mettre en place une commission composite, c'est-à-dire une petite commission de réflexion qui va réfléchir sur la situation des enseignants contractuels et qui va aussi répondre aux questions suivantes. La première des choses, la première question, ils seront engagés au compte de la fonction publique locale ou au compte du ministère de la fonction publique. On répond à cette question. La première question. Ça, c'est la première question. Les arriérés et les primes, comment seront payés les arriérés et les primes? On répond à cette question. Si c'est 2 mois qu'on peut payer, si c'est 3 mois qu'on peut payer, qu'on soit clair avec les anciens contractuels. Seront-ils, n'est-ce pas, soumis au concours ou ils seront évalués en pratique de classe? On répond aussi à cette question. Maintenant, et après, on va chercher, n'est-ce pas, à leur poser une question. Parce qu'il y en a qui vont chercher à être solidaires à ceux-là qui ont présenté le faux diplôme. Il faut qu'on soit clair avec eux. Tous ceux qui ont déposé, tous ceux qui ont présenté le faux diplôme, ils doivent être poursuivis. Ils doivent être poursuivis. On ne doit pas payer, n'est-ce pas, les primes, on ne doit pas payer aussi les arriérés. Tout ce qu'on peut faire, peut-être on peut avoir pitié d'eux, sinon ils sont poursuivables. On ne comprend pas aujourd'hui pourquoi des responsables ou bien des Guinéens puissent chercher, n'est-ce pas? Est-ce que de ce côté aussi, le ministère de l'Éducation n'est pas responsable? Mais le ministère de l'Éducation est responsable. Sinon, avant d'envoyer quelqu'un en classe, il faut s'assurer d'abord que le diplôme qu'il a présenté est authentique. Le fait de le laisser, parce que la responsabilité aussi est partagée. De même, ils sont responsables, de même aussi les... De l'autre côté, est-ce qu'elle n'incombe pas aux inspecteurs de l'éducation? Parce que c'est eux qui sillonnent aussi certaines écoles. Vous savez, en Guinée, on a un problème au niveau de l'inspection. La Guinée est le seul pays au monde où il n'y a aucun spécialiste en inspectorat. Il n'y a pas de spécialiste en inspection en Guinée. Il n'y en a pas. Au MEPIA, il n'y en a pas. Même un seul, il n'y en a pas. Personne ne peut vous brandir un document qui atteste qu'il est inspecteur certifié. C'est le seul pays au monde. Alors que nous avons déjà à l'ISEC
n'est-ce pas, une section chargée de la formation des inspecteurs. Cette section existe depuis des années, mais on refuse d'envoyer des étudiants là-bas. On refuse aussi de former les cadres dans le but de leur permettre d'inspecter, n'est-ce pas, les activités de l'éducation conformément aux principes. Ça aussi, ça pose problème. C'est pourquoi vous pouvez voir aujourd'hui des inspecteurs. On sait aussi sur quelle base les inspecteurs sont nommés. Vous pouvez voir un inspecteur qui vient dans une classe, arriver dans cette classe, et trouve que celui qui est là, que celui qui donne le cours, lui-même, il peut l'enseigner. C'est son professeur ou quoi. Il est devenu inspecteur soit par affinité, on ne sait pas sur la base de quel mérite il est nommé inspecteur. Ouais. Il y a aussi ce problème. C'est pourquoi ils ne pourront pas faire correctement leur travail. Ouais. Si l'inspecteur est plus fort que l'inspecteur, qu'est-ce que l'inspecteur va faire? Rien. Il va seulement lui dire remplissez et je rentre. On est confronté aussi à ce problème. Il faut qu'on accepte d'envoyer quelques personnes à l'ISEC dans le but de les former en inspectorat. À partir, ça existe déjà, ça n'existait pas. Quand moi j'ai discuté avec quelques professeurs de l'université Cheikh Anta Diop, ils m'ont dit non, écoutez, nous avons formé des cadres ici au Sénégal, ils sont déjà chez vous. Au lieu d'envoyer ces inspecteurs ici pour les former, pourquoi vous ne les envoyez pas chez vous? J'ai dit où? Vous dites à l'ISEG. Il m'a dit ah bon, donc ça existe en Guinée. Quand j'ai été là-bas, il dit même ça existe depuis des années. Mais personne, aucun étudiant n'a été orienté dans cette section. J'ai discuté avec les responsables. Donc il y a même un projet de formation en cours, mais le projet aussi, n'est-ce pas, n'a pas vu jour jusqu'à présent. C'est pourquoi, et quand vous dites que le problème peut être dû aussi à l'inspection, je suis d'accord avec vous, parce que les inspecteurs aussi ne savent pas réellement qu'est-ce qu'il faut faire, parce qu'ils ne sont pas formés. Vous rencontrez des parce qu'ils ne sont pas spécialistes. Qui ont du mal à remplir même les fiches. Et qui ont du mal à remplir même les fiches, parce qu'ils sont nommés, ils sont transformés. C'est-à-dire qu'on voit que vous pouvez même voir un inspecteur, il est inspecteur disciplinaire de français, mais il a fait l'économie à l'université. Ou bien il est inspecteur disciplinaire de philosophie, il a fait droit à l'université. Ça arrive des fois. Qu'est-ce que lui peut dire? Quand on dit que vous êtes inspecteur disciplinaire de votre matière, d'une matière, c'est que vous êtes expert dans cette matière. Quand vous venez en classe, le professeur qui est là doit savoir que vraiment j'ai affaire avec un inspecteur. Avec quelqu'un qui maîtrise. Avec quelqu'un qui maîtrise. Mais si l'inspecteur est plus fort que l'inspecteur, je pense que c'est la pyramide renversée. C'est à ça que nous sommes confrontés en Guinée. Maintenant, l'autre question, c'est par rapport au niveau des apprenants. Hein. On a quand même l'impression que le système éducatif est en train de battre de l'aile. Le ministre lui-même l'a dénoncé. Les programmes sont vieillissants. On a quand même vu des programmes, vous êtes ancien, hein. Moi je suis passé par ce domaine, où dans les manuels que le ministère déploie à travers les différents DSE, DSEE, on voit quand même qu'il y a des erreurs. C'est des manuels qui sont pleins d'erreurs. Ils sont vieillissants, ne sont pas réactualisés en fonction du niveau du pays, en fonction comment je peux dire, du contexte actuel du pays. Aujourd'hui, que faut-il faire à ce propos? Oui, maintenant, vous savez, je peux dire que nos programmes datent de 2009, donc depuis plus de 20 ans. La dernière révision. La dernière révision, n'ont pas été révisés. J'ai posé la même question à certains responsables. Ils m'ont dit qu'une commission est en train de travailler sur ça à l'INRAP. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Ils m'ont dit qu'à l'ouverture, ils vont, n'est-ce pas, nous présenter les nouveaux programmes. Mais tel n'a pas été le cas. Mais vous savez, pour réviser le programme, il faut le faire en collaboration avec les institutions d'enseignement supérieur. Il y a aussi un autre projet qu'on appelle ici le projet d'introduction de nouvelles filières au lycée. Parce qu'en Guinée, on n'a que 3 types de bacs. En principe, on doit avoir 5, 6, 7 types de bacs, comme ailleurs. Mais si on revise aujourd'hui le programme, et après 1 an, 2 ans, on assiste à l'introduction de nouvelles filières, ça va nous poser problème. Mais il faut travailler en collaboration avec les institutions d'enseignement supérieur. Mais quand même, ils sont en train de travailler sur le programme. Je ne sais pas sur quelle base, puisque moi, je souhaiterais, n'est-ce pas, que cela soit fait en collaboration avec les institutions d'enseignement supérieur. Pas seulement l'ISEG, parce que c'est important. Il faut tenir compte de l'aspect académique et de l'aspect pédagogique du programme. On peut confier l'aspect pédagogique de la révision à l'ISEG, mais l'aspect académique aux autres institutions. Parce que les élèves qui quittent la terminale
vont dans les différentes institutions. Oui. Je prends l'exemple sur la philosophie, le département de philo. Les élèves orientés en philo, il y a des concepts qui sont très importants, mais on ne les voit pas, n'est-ce pas, au lycée, tels que le psychisme, tel que l'inconscient, parce que quand vous parlez de l'inconscient, lui va dire que celui qui ne réfléchit pas, non, non, non. Ces concepts sont spécifiques, mais ailleurs, ces notions-là sont étudiées en philosophie. Mais en Guinée, non. On a du mal, n'est-ce pas, à amener les étudiants à comprendre ces différents concepts. Les concepts fondamentaux là doivent être étudiés, n'est-ce pas, au lycée avant d'arriver à l'université. Oui. Mais pour ce faire, il faut impliquer toutes les institutions. Toutes les institutions doivent être représentées, toutes les options doivent être représentées pour que les notions fondamentales, n'est-ce pas, soient vues au lycée. Mais quand on compte seulement sur l'ISEG, et l'ISEG ne s'occupe que de l'aspect pédagogique et didactique, n'est-ce pas, du programme. Et quand on fait abstraction de l'aspect académique, je pense que nous continuons toujours à assister aux différents problèmes. C'est-à-dire que quand les enfants, une fois à l'université, c'est comme s'ils venaient de commencer les études. Alors que ça ne devrait pas être comme ça. Ça devrait être un prolongement. C'est que ce qu'on a vu au lycée, une fois à l'université, on doit se sentir dans une continuité et non dans une rupture totale. C'est pourquoi il faut, n'est-ce pas, impliquer toutes ces institutions. Mais je pense que tel n'est pas le cas. Et on m'a fait comprendre que c'est l'ISEG seul qui est impliqué, n'est-ce pas, dans ce projet. Alors que pour réviser le programme d'une nation, vous l'avez dit, hein, vous avez parfaitement raison, quand vous dites que cela doit rimer avec nos valeurs, avec nos réalités. Oui. Qu'est-ce que nous voulons faire de la Guinée? Quelles sont les ressources? Qu'est-ce qu'on veut réellement? On veut quel type d'élèves, quel type de cadre chez nous? On doit élargir à tout le monde, même aux journalistes. Oui. On doit leur demander. Aux milliers, on doit demander à tout le monde. Ça doit être, il faut une conférence nationale sur ce débat-là. Parce que moi, je dirais aujourd'hui que le programme, nos différents programmes doivent être fondés sur quoi? Sur la démocratie et la citoyenneté. La notion de la citoyenneté. Parce que il nous manque ici en Guinée le civisme. À certaines personnes, pas à tout le monde, hein, mais à certaines personnes. Nous voyons tout en militant et non en citoyen. Par exemple, même si vous sortez tout de suite là, vous assistez à un accident, je ne le souhaite pas. La première des choses d'abord, les gens qui vont venir, au lieu de chercher à secourir, ils vont chercher d'abord à savoir c'est entre qui et qui. Oui. Automatiquement, si je me sens proche de vous, je vous soutiens, l'autre soutient. Au lieu de chercher à comprendre qui a raison, qui n'a pas raison, non, on voit tout en militant. Et tant que nous voyons tout en militant, n'est-ce pas, et la citoyenneté sera remise en cause. Et un pays ne peut pas se développer, n'est-ce pas, et avec une conception militante. Oui. Il faut, n'est-ce pas, que la conception soit citoyenne pour que le pays se développe. C'est-à-dire, lorsque un Guinéen pense que son devoir ne se limite pas seulement au fait, n'est-ce pas, de voter, et doit aussi participer au développement du pays, c'est qu'il est citoyen. On peut s'acquitter de ses devoirs. Mais aussi, il faut chercher, n'est-ce pas, à participer au développement du pays. On ne doit pas dire que j'ai voté et c'est fini. Oui. Quand vous votez pour un président, vous ne devez pas vous asseoir. Vous devez vous lever pour l'aider à réussir. En principe, c'est ça, c'est le citoyen. Donc le citoyen n'est pas que celui qui connaît ses droits et ses devoirs, c'est aussi celui qui participe au développement du pays. Mais pour participer au développement du pays, il faut aimer son pays. Bien. C'est en Guinée ici, vous pouvez voir que les Guinéens mettent sur les réseaux sociaux tout ce qui n'est pas bon. Mais ailleurs, quand vous allez par exemple en Côte d'Ivoire, vous allez voir des coins qu'on ne peut même pas regarder. Mais voir un Ivoirien mettre cette partie-là sur les réseaux sociaux, c'est rare. Ils aiment leur pays. Les Sénégalais aussi aiment leur pays. Mais en Guinée, on tire au clair ce qui n'est pas bon. On casse tout ce qui est bon. Ça, il faut que ça change. Ou ça doit changer. Ça doit changer, n'est-ce pas, à l'école. Mais est-ce que vous savez que les cours qui nous permettent de changer ça, je parle fondamentalement de l'éducation civique et morale. L'éducation civique et morale. Voilà, c'est 1 heure seulement. Et le français, c'est 8 heures. Surtout l'éducation guinéenne, il y a un problème. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, parce que depuis les régimes précédents, surtout au temps d'Alpha, c'était la même chose. Et si on dissociait le militantisme à l'éducation nationale, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que même dans les établissements publics et privés, les cadres se servent de ce côté politique pour aussi mélanger les pinceaux. Oui, mais vous savez, il faut dépolitiser l'éducation. En principe, il faut dépolitiser l'éducation. Si, après 100 ans, est-ce que nous serons là? Non. Non. Après 100 ans. Nous allons confier ce pays-là à qui?
nous allons confier le pays à ceux-là que nous allons former. S'ils ne sont pas bien formés, que deviendra le pays? C'est pourquoi nous devons faire abstraction du militantisme, nous devons faire abstraction de l'ethnie, de la région. Quand il s'agit de l'éducation, nous devons nous donner la main. C'est pourquoi tous les acteurs sociopolitiques doivent se donner la main pour demander à l'État de trouver solution, n'est-ce pas, à la situation des anciens contractuels. Oui. Si on ne le fait pas, c'est le pays qui perd. Parce que nous, nos enfants sont déjà à l'école, mais il faut qu'on pense aussi aux enfants des pauvres. Oui. Parce qu'à l'intérieur du pays, ça n'étudie pas. Vous-même, vous le savez, ça n'étudie pas. Mais dans certains villages, dans certains districts, on est parvenu quand même à convaincre certains anciens contractuels à reprendre les cours. Ils sont nourris par la communauté. Okay. C'est pourquoi certains ont recommencé. Mais est-ce que ça doit continuer comme ça? Non. Un ancien qui va au travail, s'il n'a rien, s'il n'est pas dans les conditions, est-ce que le savoir qu'il va véhiculer sera un savoir qu'il faut pour la formation des enfants? Je dirais non. Parce que l'intelligence commence par le ventre, comme le disait Karl Marx. Donc, il faut qu'on cherche, n'est-ce pas, à trouver solution à la situation des anciens contractuels. Et l'organe qui joue le rôle primordial dans cette situation, c'est la presse. Oui. Parce que c'est le quatrième pouvoir. Il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser. Parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est pourquoi je vous remercie de m'avoir donné la parole et pour parler de cette situation. Comme vous l'avez dit tout de suite là dans votre intervention, qu'est-ce qu'il faut réellement? Moi, je voudrais que avant le lundi, l'État attribue le numéro matricule à tous les anciens contracteurs dont les diplômes sont authentifiés. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, que l'État rencontre les contractuels, qu'ils soient clairs, même 2 mois, avec une bonne explication, si les contracteurs vont accepter. Nous vous donnons 2 mois. Mais sur la base de quoi? Sur la base de la garantie. C'est-à-dire que si l'État est prêt à engager les anciens contractuels, déjà qu'on publie l'arrêté, c'est-à-dire qu'on signe l'arrêté d'engagement des anciens contractuels. Mais on peut préciser sur l'arrêté que la prise en charge sera faite fin 2024. On peut le faire. Parce que si eux, ils ont l'arrêté là, et même ils savent que fin 2024, ils seront à la fonction publique, cela aussi va les motiver. C'est-à-dire chaque fin de mois, comme on les paye 1 million par mois, on peut leur dire, bon, à chaque fin de mois, on vous paye 2 millions cette année. Là, on peut procéder à cette méthode. En le faisant, je pense que l'État pourrait, n'est-ce pas, les amener en classe et pourrait aussi trouver solution, n'est-ce pas, à ceux qui l'assaillent actuellement. Mais si on ne le fait pas, on ne le souhaite pas, les conditions scolaires seront perturbées. Et moi, je perds une chose, j'ai peur de la politisation de cette situation. Parce que certains politiciens pourront récupérer. Et une fois que les politiciens s'invitent dans ce débat-là, je pense que ça sera compliqué. Très compliqué. Et ça sera compliqué parce que dans le temps du professeur Alpha Condé, vous-même, vous avez vu, à un moment donné, on a connu le lundi noir. Les citoyens sont allés à Sectoria. Ils ont voulu, comment dire, les gens ont voulu même offenser, n'est-ce pas, et le portail, dans le but de demander au professeur Alpha Condé, nos enfants ne vont pas à l'école, nous en avons marre. Est-ce qu'il faut craindre? Et ce jour-là, vous avez Baïdi Aribo qui était entre la population, n'est-ce pas, et le président. Et le président. Mais ce jour-là, vous savez, quand les gens sont dans une telle situation, on ne peut rien faire. Et ce jour-là, est-ce que les militaires ont pu, n'est-ce pas, et repousser ces manifestants? Non, c'était des vieilles. Oui. On ne pouvait pas, s'ils ont été gazés. Non. Ceux qui sont allés jusqu'au portail, n'est-ce pas, du palais, on les a laissés. Et après, le professeur Alpha Condé était obligé de céder pour que les enfants reprennent. Moi, je ne voudrais pas qu'on arrive à ce niveau. Je voudrais qu'on trouve solution dès maintenant. Sinon, quand les politiciens s'invitent dans ce débat-là, ça sera très compliqué. Parce que nous sommes déjà dans une transition et tout le monde sait que la transition est une période, n'est-ce pas, où on ne doit pas céder à la violence. Parce que la violence est nuisible à la transition. Bien. Maintenant, cette autre question, peut-être avant de vous laisser partir, c'est par rapport à ces élèves, à cette ouverture morale. Déjà, vous l'avez constaté, on a planté les décors. Au cas où le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'enseignement préuniversitaire, ne fléchit pas, au cas où Guillaume Awing et son département ne tendent pas la main aux anciens contractuels. Est-ce qu'il y a autre possibilité de pouvoir sauver l'éducation guinéenne, éviter que ces millions, ces milliers d'enfants à l'intérieur du pays ne puissent pas avoir des cours? Il n'y a pas autre solution. Vous savez, est-ce que l'État peut aujourd'hui recruter 20 000 personnes à la fonction publique? Je dis non.
L'État ne peut pas recruter 20 000 personnes en fonction publique. Oui. Déjà, on a 13 000. Parce qu'on a contrairement aux autres pays, c'est peu aussi. Oui, maintenant, vous savez, la situation actuelle, il serait difficile de recruter 20 000 personnes à la fois. J'ai discuté avec certains économistes, je ne suis pas spécialiste. Ils disent que l'État ne peut pas le faire présentement. Mais les contractuels qui sont là ont accepté d'être payés à 1 million. On a authentifié, n'est-ce pas, leurs diplômes. Ils sont au nombre de 13 000 et quelques. Engageons ces 13 000 à la fonction publique. Comment? Comme je le disais, en cherchant d'abord à leur attribuer le numéro matricule, en signant leur arrêté d'engagement et en précisant sur l'arrêté que la prise en charge débutera fin 2014 et comment on va payer aussi les arriérés et les primes. C'est-à-dire qu'à chaque fin de mois, on peut les donner soit 2 millions, 2 millions 500 jusqu'à pour atténuer, pour échelonner le paiement. 400 milliards, vous dites 400 milliards. 400 milliards, c'est... Oui, si on veut réellement le faire. Donc ça, c'est un peu ce qu'il faut aujourd'hui pour permettre à l'État de le faire. Sinon, il n'y a pas autre possibilité. Il n'y a pas autre possibilité. Et on pourra aussi assister au soulèvement dans certaines localités. Parce que les gens ne vont pas accepter de voir leurs enfants à la maison parce que tout simplement les enseignants contractuels n'ont pas accepté de rejoindre les classes. Et déjà, ils vont commencer les manifestations, n'est-ce pas, le lundi à venir. Et quand ils vont commencer, est-ce que ça va se limiter seulement devant les DPE et les communes? Non. Est-ce que certaines concessions scolaires ne seront pas perturbées? Il faut penser à tout ça. Oui. Et dans une ville, une fois qu'on perturbe une concession, deux concessions, toutes les autres écoles seront perturbées. Parce qu'on a déjà l'expérience. Quand vous perturbez les cours d'une école, ce sont les élèves de cette même école-là qui vont aller empêcher les autres de suivre les cours. Parce qu'ils vont dire que non, nous n'allons pas accepter, n'est-ce pas, de perdre pendant que vous êtes en train de suivre les cours. Oui. C'est ce qui... Donc pour l'éviter, la solution est simple. Il faut être clair avec les enseignants contractuels. Il faut mettre en place une petite cellule de réflexion. Et cette cellule-là va dire ce qu'il faut, ce que l'État peut faire. Mais l'État aussi ne peut pas s'engager à payer, n'est-ce pas, tout le montant à la fois. Comme c'est ça, la réalité. Est-ce qu'il n'y a pas eu de lenteur? Parce que ces enseignants contractuels, moi personnellement, quand vous prenez les années qu'ils ont eu aujourd'hui à effectuer, surtout en dispensant ces cours, est-ce que de côté, l'État même n'est pas responsable de ce qui arrive à ces enseignants contractuels? Le problème, c'est la mauvaise gestion. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas qui gérait réellement la situation des enseignants contractuels. Il y avait 3 départements. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire, le ministère de l'administration du territoire et le ministère de la fonction publique. Chaque ministère veut avoir la paternité de la gestion de la situation des enseignants contractuels. Parce qu'il y a de l'argent qui coule à flot. La fonction publique pense que c'est elle qui doit engager les contractuels. Et l'administration du territoire dit non, conformément au code des collectivités locales, c'est moi qui engage les enseignants contractuels. Le MEPIA aussi dit non, c'est moi qui les utilise, c'est moi qui dois les engager. Pour preuve, c'est le MEPIA qui a procédé, n'est-ce pas, à l'authentification des diplômes. Sinon, en principe, c'est la fonction publique qui devrait, n'est-ce pas, jouer ce rôle. Donc, il y a conflit de compétences entre ces 3 départements. Cela aussi doit être clair. Il faut qu'on confie la responsabilité à un département. Mais, dans ces derniers jours-là, je pense qu'on a responsabilisé le MEPIA parce que c'est le MEPIA qui est devant. C'est le MEPIA qui a rencontré les enseignants contractuels et c'est le MEPIA aussi qui a procédé, n'est-ce pas, à l'identification des diplômes. Bien. Nous sommes à ce niveau. À supposer même que le ministre lui-même refuse d'accepter cette proposition, quel sera alors le... Oui, mais le ministre ne peut pas refuser. Parce que ce n'est pas le ministre qui paye, c'est l'État qui paye. Le ministre ne va pas accepter, ne souhaite pas qu'il ait pagaille, qu'il n'accepte pas, n'est-ce pas, que les concessions scolaires soient déstabilisées. Ça, ce n'est pas dans son intérêt. Pourquoi il va refuser? Son souhait aujourd'hui, c'est d'avoir des enseignants. Mais ce qui lui manque un peu dans cette situation, c'est la méthodologie. Bien. Comment, n'est-ce pas, amener les contractuels à comprendre la situation dans laquelle la Guinée se trouve actuellement.
comment discuter avec eux concrètement. Est-ce que ça ne sera pas qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'il y a trop de décaissements pour d'autres organisations. Non, mais parce que de l'autre côté, même les enseignants, les syndicats du SLEG aussi tapent du poing sur la table pour les 20% qu'ils d'ailleurs ils trouvent au moins aussi petits. Oui, mais moi je voudrais que la situation des anciens contractuels soit d'abord réglée. Sinon, la situation des anciens contractuels peut même être l'ossature de cette revendication. Parce que dès qu'ils vont déclencher une grève générale illimitée, ce sont les anciens contractuels qui seront, n'est-ce pas, l'arme fatale de cette grève-là. Parce que c'est autant d'Alpha Condé. Oui, parce que ils vont utiliser ces anciens contractuels là parce que c'est eux qui sont intéressés plus que tout le monde. Oui. Ils vont les utiliser, ils vont descendre dans les rues, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. C'est vrai, parce que eux, comment dirais-je, les syndicats feront comprendre aux anciens contractuels, ils vont même intégrer la situation des anciens contractuels dans leurs revendications. Ils vont en faire la priorité des priorités. C'est ce qu'il faut éviter. Et s'ils en font la priorité des priorités, au lieu de procéder, n'est-ce pas, au paiement graduel, ils vont demander à ce que les primes et les arriérés soient payés et que tous les anciens contractuels soient engagés à la fonction publique. Bien. Au lieu d'arriver à ça, je pense que c'est le bon moment pour l'État de prendre le devant, de faire la proposition que je viens de faire ici tout de suite là. Attribuer le numéro matricule à tous les anciens contractuels. Et payer graduellement payer graduellement, n'est-ce pas, les salaires. Et leur donner l'arrêté. Et préciser sur l'arrêté que la prise en charge, c'est fin 2024. Là, en ce moment, ils vont accepter. Ils vont aller en classe. Bien. Parce qu'ils auront aussi un document qui leur permettra, n'est-ce pas, d'aller en classe. Là, il y a la garantie. Mais sans garantie, je pense qu'ils n'accepteront pas de repartir en classe. Monsieur Vali Condé, il est philosophe, ancien chercheur. Il était notre invité de parcours pour ce vendredi de développement. Avec lui, nous avons parlé d'enseignement, d'éducation nationale et surtout de la situation de ces contractuels, la crise qui mine le secteur éducatif guinéen. Monsieur Condé, merci d'être passé dans cette émission Le Scanner. Merci. Merci Ali Badara Kila. Merci. Merci à l'équipe technique du jour conduite par Oumar Diallo, Idiba, à la réalisation notre infatigable Michel Wamounou, Kandé Sankon, l'homme de nuit, l'infatigable, accompagné de Mamadou Diallo côté radio, à la télé, Melika Sita Oteik, Vabakou Ivougui, Robert Kourouma et Assanto. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés ce matin, l'équipe technique. Ils sont nombreux de l'autre côté avec les infographes qui nous accompagnent chaque matin. À vous, téléspectateurs, merci de votre fidélité. On se reprend lundi pour d'autres actualités avec votre émission de prédilection, votre émission de préférence. Vous le savez déjà, Le Scanner. Mais d'ici là, restez en compagnie des programmes du groupe Kavi Média, le média du développement. Faire autrement et simplement. Au revoir.